Nous enchaînons tout de suite avec le premier panel de la journée intitulé La sûreté fonctionnelle, une approche essentielle dans la commercialisation des systèmes de transport intelligents. Nos 4 experts nous parleront du rôle majeur de la sûreté fonctionnelle dans le développement de technologies embarquées et de nouvelles solutions de mobilité. Ce panel sera animé par Amin Smires, directeur de la ligne d'affaires des nouveaux programmes et de l'innovation à CS Canada, une entreprise d'ingénierie qui accélère la certification et la commercialisation des technologies embarquées pour les systèmes autonomes. Titulaire d'un baccalauréat en génie mécanique de l'Université Concordia et d'un MBA exécutif de McGill HEC, M. Smires a plus de 15 ans d'expérience en ingénierie logicielle et systèmes dans des industries de haute technologie incluant l'aérospatiale, la défense et les véhicules autonomes. La mission de M. Smires et de ses équipes au sein de CS Canada est de s'assurer que les automatisations courantes et futures des véhicules intelligents soient sécuritaires, incluant les systèmes avancés qui sont basés sur de l'intelligence artificielle. C'est dans ce contexte qu'il va modérer ce panel en compagnie de ses invités. À vous la parole. Merci beaucoup, Catherine, pour cette introduction. Et j'aimerais commencer par remercier toute l'équipe Propulsion Québec de dynamiser notre écosystème des transports électriques et intelligents, et particulièrement aussi Victor qui a mené de main ferme l'organisation de cet événement. C'est donc avec plaisir que je vais animer ce panel sur la sûreté fonctionnelle ou le rôle central de la sûreté fonctionnelle pour les véhicules intelligents et électriques. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir trois personnes qui travaillent pour 3 entreprises différentes. 3 segments différents, donc Lion Électrique qui est un OEM et un manufacturier, Contron Amérique du Nord qui est un équipementier de rang 1 Tier 1, ainsi que Algolux qui est une start-up donc de rang 2, un Tier 2, et puis CS Canada que je représente moi-même qui est un accélérateur de commercialisation et de certification. Donc sans plus tarder, je vais introduire mes panélistes. Je commence par vous, Alan Benchetrit. Serial entrepreneur, vous avez créé plusieurs entreprises pionnières dans le computer vision, dont Algolux que vous avez fondé en 2014 et dont vous êtes le PDG. Vous êtes aussi très impliqué auprès d'incubateurs et d'écoles de commerce à Montréal pour mentorer nos jeunes entrepreneurs québécois. Alan, vous pouvez nous en dire plus sur Algolux, qui a d'ailleurs, félicitations, été tout récemment nommé parmi les 100 startups les plus novatrices en AI en 2021 par CB Insight. Certainement. Merci Amine et merci à l'équipe de Propulsion Québec pour l'invitation à participer à ce panel. Et aussi, je me permets de m'excuser de ne pas être en studio avec vous aujourd'hui. Alors, Algolux, effectivement, je suis cofondateur et PDG. Chez Algolux, nous développons des produits logiciels qui sont basés sur l'intelligence artificielle. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on adresse les lacunes dans la vision machine. Alors, quand on parle de vision machine, computer vision, c'est une technologie qui permet aux caméras standards de pouvoir comprendre, détecter leur environnement en pouvant essentiellement détecter des objets, que ce soit des piétons, des feux rouges, des arrêts, des autobus, ainsi de suite. En pouvant détectant l'environnement, on peut effectivement rendre le véhicule plus sécuritaire parce que maintenant, on peut envoyer des données au véhicule disant qu'il y a quelqu'un devant la voiture ou le camion, donc il faut s'arrêter. Alors, c'est ça, Algolux, c'est la technologie qu'on amène au marché. Pour ce qui est de la compagnie, on est à peu près une 80aine de personnes. On est basé à Montréal et on a un bureau à Palo Alto, en Californie, et un bureau à Munich. Et la compagnie, aujourd'hui, on est à peu près 80 à 85% R&D, surtout ici au Québec. Parfait. Merci beaucoup, Alan, pour cette introduction. Je passe à Jean-François Cléroux de Contron. Donc, Jean-François, vous avez plus de 30 ans d'expérience dans la gestion des produits électroniques véhiculaires d'origine et d'après-vente. Actuellement, vous êtes Product Manager pour la division nord-américaine de Contron et vous supervisez le développement de systèmes d'ordinateurs véhiculaires. Jean-François, est-ce que vous pouvez aussi nous en dire plus sur cette très belle filiale de Contron qui est située à Boisbriand, que j'ai moi-même eu l'occasion de visiter avant la crise sanitaire?
Oui, merci Amine. Il faut comprendre que Contron, c'est une compagnie internationale. On a une compagnie de 1,3 milliard d'euros. On a plusieurs bureaux dans le sud de la France, en Allemagne aussi, au Québec, en Taïwan, en fait à travers le monde. On spécialise dans la fabrication de matériel, design et fabrication d'ordinateurs industriels. On parle d'avionique, on parle de défense médicale, transport aussi ferroviaire. Donc, on spécialise dans le côté matériel des ordinateurs. Pour la filiale de Contron Canada, on se spécialise beaucoup dans les systèmes de base de données. On appelle ça des data centers. Donc, c'est des ordinateurs ultra puissants avec des processeurs ultra puissants qui sont en fonction 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, dans des environnements, on va dire, contrôlés, data centers. On parle d'ordinateurs qui sont faits pour subir des tests pendant des années sans défaillance. Donc, c'est vraiment notre spécialité à Contron Canada. Parfait, merci. Puis je pense qu'on reviendra sur l'histoire très intéressante de passer justement d'un domaine du télécom au domaine des transports. C'était l'introduction. Et les Parfait. Et puis, last but not least, Bruno Pilon de Lyon Électrique, donc ingénieur électrique de formation, qui œuvre depuis 2005 déjà dans le domaine des véhicules électriques et hybrides. Vous avez donc entre autres 10 ans d'expérience dans le développement de véhicules entièrement électriques, incluant les motocyclettes, navettes, véhicules miniers, pour l'Institut du véhicule innovant, anciennement sous la bannière de l'ITAC. Vous avez fondé à Lyon Électrique le département de recherche avancée et vous avez lancé différentes plateformes innovantes qui sont offertes aujourd'hui. Donc Bruno, à votre tour de nous présenter Lyon Électrique, qui est un fleuron aujourd'hui du domaine des transports québécois, mais on aimerait vous entendre là-dessus. Oui, bien, merci beaucoup, Amine. Je suis content d'être ici, de représenter Lyon. C'est un honneur. Comme tu le dis, on est un fleuron québécois. On est présentement sur toutes les lèvres. Depuis 2015, en fait, la compagnie vend ou offre des véhicules entièrement électriques. On a commencé par les autobus scolaires. Mais on a étendu notre portfolio maintenant à des autobus de ville et dernièrement aussi de façon très significative dans le domaine de transport de marchandises, donc camions classe 6, 7 et 8. Je pense qu'avec récemment, on a fait notre entrée en bourse, donc on est probablement encore plus sur les lèvres. Puis très content d'être ici. Parfait. Merci beaucoup Bruno. Donc, je vais passer au premier sujet de ce panel qui est donc l'introduction des niveaux SAE. Comme vous pouvez le voir à l'écran, donc SAE, il y a quelques années, a défini 6 niveaux d'automatisation donc avec le standard J3061. Je vais y passer très brièvement. Donc, le niveau 0 qui n'est pas du tout d'automatisation, le niveau 1 qui est une automatisation soit latérale, soit longitudinale. Donc soit qui est axé sur la pédale ou sur le volant. Le niveau 2, longitudinal et latéral. Donc on peut penser par exemple à un adaptive cruise control qui est combiné à un lane centering. Ensuite, le niveau 3 qui est un niveau très controversé que SAE a essayé de clarifier il y a quelques semaines, mais qui reste pour moi encore controversé, donc, qui est donc un véhicule qui est autonome, mais avec le conducteur qui peut être amené à reprendre le volant sous un certain temps. Donc là, il y a plusieurs questions de liability, notamment qui s'imposent, à savoir qui est responsable du véhicule. Le niveau 4, qui est un véhicule complètement autonome sous certaines conditions, donc par exemple dans certaines zones géographiques. Et puis le niveau 5, qui est un véhicule sans pédale, sans volant, et qui est comme un robot-taxi. Donc à CS Canada, on a vu les tendances des dernières années, énormément de systèmes ADAS niveau 1 et 2. On peut le voir dans les voitures même moyennes de gamme aujourd'hui. Quand on allait encore en voyage d'affaires et qu'on louait une voiture, souvent on remarquait qu'il y avait des nouveaux systèmes ADAS dont on n'avait pas l'habitude. Et puis on voit une transition forte en ce moment entre les systèmes niveau 3 et 4, avec plusieurs plateformes de véhicules autonomes, que ce soit pour les voitures ou même les camions. Et on voit que ces plateformes-là sont en train d'arriver à maturité dans cette course-là pour les véhicules autonomes. Donc, je vais commencer par Alan Benchetrit.
Alan, est-ce que vous pouvez nous dire sur quel niveau d'automatisation vous travaillez actuellement avec les différents clients, les différents OEM et quel est votre roadmap? Est-ce que votre ambition, c'est d'aller jusqu'au niveau 5 d'ici quelques années? Certainement. Donc, pour commencer, il faut comprendre que la grande majorité des véhicules sur la route aujourd'hui sont plutôt niveau 1, niveau 2. Et comme tu disais, Amine, le niveau 3 est vraiment très nébuleux. Et donc, ce qui est en train de se passer dans le marché, c'est que le niveau 2 est en train de s'élargir vers ce qu'on appelle du niveau 2+, c'est-à-dire de plus en plus de technologies pour assister le conducteur humain sans nécessairement arriver à une condition autonome. Dans le secteur dans lequel Algolux se trouve, on est dans une technologie qui s'appelle la perception, c'est-à-dire l'habilité du véhicule à pouvoir comprendre son environnement visuel. Et dans ce secteur, on a la vision machine, le computer vision, qui est notre spécialité, mais on a aussi deux autres technologies importantes, le radar et le lidar. Donc, pour Algolux, à cause du fait qu'on est dans les caméras qui sont en fait la technologie de perception la plus courante, que ce soit niveau 2, 3 ou 4, ou même 5, on peut en fait travailler dans tous ces secteurs-là et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, on travaille avec les fabricants et aussi avec les intégrateurs pour alimenter la perception à chacun de ces niveaux-là. Maintenant, il faut comprendre qu'au fur et à mesure qu'on s'en va vers de plus en plus d'autonomie, que ce soit dans le niveau 3 ou dans le niveau 4, la clé, c'est vraiment de créer de la redondance pour avoir la sûreté la plus importante. Et pour arriver à la redondance, ça prend de la perception de technologies autres que juste la vision machine. Même si ce n'est pas nécessairement la direction que Tesla est en train de prendre, je pense que la majorité du marché pense que pour arriver à un niveau d'autonomie et de sûreté fonctionnelle, il faut en fait avoir des technologies autres que juste la vision machine. Parfait, merci beaucoup Alan. Je me tourne vers vous maintenant, Jean-François. On a eu une discussion très intéressante récemment où vous me disiez que dans les environnements contrôlés, on a déjà des véhicules de niveau 4. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant. Bien sûr, les challenges ne sont pas nécessairement les mêmes qu'en milieu urbain, mais j'aimerais que vous me parliez justement, même question, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez, quelles sont les industries et les niveaux d'automatisation que vous adressez à travers vos produits véhiculaires. Oui, en fait, Amine, on a deux types de produits qui vont aller toucher les niveaux L4 et L5. On parlait tout à l'heure, tu as bien expliqué qu'est-ce que c'est les conduites totalement autonomes. L'histoire qu'on voulait faire, c'est que vu que Contrôle Canada est spécialiste dans des systèmes de data center, donc les ordinateurs haute performance, on parle ici des Xeon Scalable 24 cœurs, on fabrique des modules dans le fait de CPU qui vont pouvoir se mettre ensemble. Donc, on nous a approchés parce qu'il faut comprendre qu'il y a quelques années, ça n'existait pas. Donc, un système d'ordinateur matériel pour des véhicules autonomes, ça n'existait pas. Donc, on nous a approchés, étant donné notre expertise là-dedans, on dit, pouvez-vous prendre un système de data center et le mettre dans un environnement véhiculaire? Donc, c'est ce qu'on a fait. On a pris notre expertise et on a entouré ce matériel-là dans des boîtiers ultra robustes. On parle de 40G, de sustainability pour le choc, des températures extrêmes. Il faut comprendre que dans un environnement véhiculaire, on a des températures extrêmes, l'humidité, des chocs. C'est vraiment très, très éprouvant pour n'importe quel matériel électronique. Puis dans un cas où tu as un ordinateur qui est aussi puissant puis aussi complexe que ça prenait vraiment quelque chose qui pouvait le protéger dans un système de véhicule. Donc, on a plus que 1000 voitures en ce moment qui sont équipées de systèmes L4, L5, de nos systèmes qui sont en circulation présentement sur les routes. On s'entend, ce n'est pas en Europe, ce n'est pas en Amérique du Nord, c'est plus en Asie, mais on a ces véhicules-là qui sont en route, qui vont être utilisés justement pour différents événements prochainement.
Puis, on a l'autre système qui est dans un L3, L4. Donc, c'est des systèmes très flexibles qui sont présentement en fonction dans des mines. On parle des systèmes qui sont faits pour des véhicules commerciaux, des véhicules lourds. On parle de camions bennes, on parle d'excavateurs, excavatrices, pardon, des trucs comme ça. On est en train de fabriquer maintenant un nouveau système qui va remplacer ça, qui est extrêmement polyvalent et super flexible, qui va pouvoir s'adapter vraiment à une différente tâche, qu'est-ce que la machine a à faire. Si c'est une excavatrice, ça va être du travail de précision, d'excavation. On a des camions bennes qui vont avoir des chemins précis à suivre. On parle d'environnement contrôlé, comme tu disais. Donc, environnement contrôlé est moins contraignant du côté sécurité, n'empêche que c'est très important. Ces véhicules-là vont voyager sur des routes balisées, ils ont des tâches très précises à faire et des environnements comme une mine, la sécurité, les règles de sécurité sont très strictes. Donc, ces machines-là n'auront pas besoin de faire des décisions très, très complexes d'événements qu'ils n'ont jamais vus. C'est dans un cadre vraiment là, encadré. Donc, c'est qu'est-ce qu'on spécialise. Et, comme je dis, ils sont présentement en fonction. En fonction, parfait. Merci beaucoup, Jean-François. Je termine de nouveau par Bruno. Donc, Bruno, on sait que la proposition de valeur de Lion Électrique, c'est plus au niveau de l'électrification que du côté de l'automatisation. Ceci dit, dans ton groupe d'ingénierie avancée, vous travaillez sur différents systèmes critiques. Et puis, vos autobus sont en milieu urbain, donc il y a des contraintes safety qui sont beaucoup plus importantes que dans des industries à environnement contrôlé. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi dans quel contexte vos autobus et vos camions sont déployés avec les niveaux d'automatisation? Oui, tout à fait. En fait, ma réponse va être aussi beaucoup plus succincte parce que nous, on est à ce stade-ci, on est des intégrateurs de systèmes qui nous sont proposés. Donc, on s'assure de l'intégration, toujours d'un point de vue functional safety, mais on ne développe pas de la même façon que le font mes compatriotes ici. Donc, ce qu'on offre présentement chez Lion sur nos plateformes à vocation de transport de marchandises, ce sont des systèmes d'aide à la conduite de niveau 2. On parle en particulier ici de freinage préventif, donc freinage d'urgence automatique et de cruise control adaptatif, donc régulateur de vitesse adaptatif. Par contre, on a aussi certains systèmes non intrusifs, donc des systèmes d'aide à la conduite. Je pense ici en particulier à c'est le lane departure warning, c'est dans le fond, c'est l'avertissement de sortie de voie. De route, oui. Et présentement, on a toute l'information, tout le traitement est fait pour qu'on puisse utiliser cette information-là et la coupler à un actuateur pour permettre justement de faire du lane keeping, du maintien de voie. Donc, on pourrait dire qu'on est un actuateur prêt de pouvoir offrir ce système-là qui, à ce moment-là, permettrait au véhicule de rester dans sa voie. Et on parlerait alors d'un autre système de niveau 2. Donc, ça, je dirais, c'est l'état, c'est ça sur quoi on travaille présentement, mais bien évidemment, on ne va pas en rester là. Donc, on sait très bien quelles sont les tendances du marché et on va aussi se doter de capacités chez Lion particulièrement en ce qui a trait à toutes les ADAS, pour nous permettre justement de rester à l'avant-garde dans notre segment sur tout ce qui est sécurité active et conduite autonome. D'accord, parfait. Ben, merci. Je pense que vos différents projets sont en ligne avec, en tout cas, ce qu'on voit aussi à CES Canada, c'est-à-dire que beaucoup de technologies à niveau 1, 2, 2+, comme vous le disiez, Alan, dans tout ce qui est on-road, et puis dans les industries contrôlées, donc les mines, la foresterie, la construction, on voit aujourd'hui du niveau 4, comme nous l'a mentionné Jean-François. Donc je vais passer à notre sujet numéro 2, qui est une petite introduction aux différents standards qui ont attrait à la sûreté fonctionnelle, ou comme on dit en anglais, functional safety. Ces standards-là sont souvent un cauchemar pour nos clients parce qu'aujourd'hui, il y en a tellement dans l'industrie, des standards qualité, des standards de sûreté fonctionnelle, des standards de cybersécurité. Et donc, aujourd'hui, j'en ai choisi 3 qui sont, de ce qu'on voit comme tendance, les plus importants
dans tout ce qui a trait au safety. Donc, ce sont les standards ESPICE, ISO 26262 et SOTIF. Donc, si je commence par ESPICE, c'est un standard qui permet d'évaluer les processus de développement logiciel lors des phases de conception d'un produit. Et puis, il y a pas moins de 32 processus dans le standard ESPICE ou Automotive SPICE. Donc, c'est vraiment un standard de système qualité pour les développements logiciels des produits dans le marché de l'automobile. Ensuite, nous avons l'ISO 26262 qui est, je dirais, indéboulonnable comme standard de sûreté fonctionnelle, qui existe depuis 2011, une deuxième version qui est sortie en 2018, et où est-ce qu'il y a 10 parties, me semble, dont la partie logiciel, matériel, système et safety. Et enfin, le standard SOTIF. Le standard SOTIF, finalement, existe depuis peu et a été développé suite à l'incorporation de l'intelligence artificielle dans les systèmes et les logiciels embarqués. Et donc, en gros, le SOTIF, le ISO 26262 adresse les malfonctions des systèmes électroniques, tandis que SOTIF adresse les malfonctions causées par l'environnement sur le système électronique. Donc, je vais m'adresser à nos panélistes. Peut-être Jean-François, si vous pouvez commencer. Donc, quel est le rôle jusqu'à quel point la sûreté fonctionnelle est importante pour Kontron dans les produits que vous développez? On en a parlé, vous étiez plus dans des ordinateurs industriels, dans les marchés comme le télécom. Vous avez fait le virage dans le marché des transports, où est-ce que c'est des marchés de safety critical. Aujourd'hui, quelle est l'importance de la sûreté fonctionnelle à Kontron? Je peux dire extrêmement important, surtout dans les temps qu'on vit aujourd'hui. On a embarqué dans la sécurité fonctionnelle pour deux raisons. Premièrement, une raison commerciale. Deuxièmement, pour une raison qualité de produit. Donc, si on regarde du côté commercial, il y a beaucoup de manufacturiers de véhicules lourds qui commencent à demander que leurs fournisseurs puissent leur fournir un produit qui a suivi des processus de sûreté fonctionnelle pour intégrer dans leurs véhicules qui ont justement une sécurité fonctionnelle. Safety, functional safety. Donc, on voit qu'il y a vraiment une demande de ce côté-là. Donc, c'est vraiment un ticket à l'entrée pour déployer nos produits dans cette industrie-là. Puis aussi, c'est un ticket pour justement être, on pourrait dire, plus concurrentiel versus la compétition. On n'a pas à se cacher qu'il y a beaucoup de manufacturiers d'ordinateurs. N'empêche qu'il y a très peu de manufacturiers d'ordinateurs comme nous qui ont des ordinateurs à ces niveaux-là, malgré tout. La deuxième chose, c'est la qualité des produits. Je veux dire, les processus de sûreté fonctionnelle nous amènent à faire plus de réflexion sur comment on va fabriquer le produit. C'est sûr qu'en faisant des ordinateurs pour data center, on s'est toujours penché sur vraiment excusez l'expression, la reliability. Reliability, voilà, le mot franglais. Mais les processus vont nous amener vraiment une réflexion beaucoup plus poussée sur même aller jusqu'à la résistance. Qu'est-ce qui va se passer si cette résistance-là saute? C'est une défaillance du système, mais qu'est-ce qui va se passer avec le système avec une défaillance sur le véhicule autonome en tant que tel? Là, c'est ça qu'on parle de sécurité fonctionnelle. Absolument. Donc, à ce moment-là, on se retrouve à avoir des systèmes qui sont beaucoup plus performants, on va dire plus sécuritaires. La qualité du produit est beaucoup plus élevée. On s'entend que c'est une opération, on met des processus en place, c'est très coûteux. Mais je veux dire, on l'a toujours pris comme un investissement. On a juste à penser à certains événements qui sont passés dernièrement, on parlait de Boeing, où la sécurité fonctionnelle devait être suivie. Dans ce cas-là, je peux dire comme quoi que ça peut coûter très, très cher. C'est dur de trouver des arguments pour une dépense comme ça, mais quand tu arrives avec des accidents, on se retrouve vraiment avec un investissement. Puis que ce soit pour le côté commercial, mais aussi pour notre côté personnel, de dire comme quoi que notre produit est sécuritaire pour l'humain, notre produit est sécuritaire pour l'environnement, ne serait-ce que pour le produit, pour la qualité des produits, la réputation de la compagnie. Je pense que ça tourne tout autour de ça. Absolument. Et j'aimerais rebondir sur quelque chose que vous avez dit qui est très intéressant, d'ailleurs, dont j'ai parlé avec Bruno, ça fait quelques semaines.
c'est la sûreté fonctionnelle, finalement, ce n'est pas pour mettre un check et dire qu'on est compliant à un certain standard, mais c'est pour améliorer et avoir un produit, un meilleur produit. Et en fait, c'est comme ça qu'on travaille aussi avec nos clients, c'est comment utiliser les processus de sûreté fonctionnelle pour développer un meilleur produit. Absolument. Et puis je vous donne la parole, Bruno, là-dessus, parce que je sais que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur aussi à Lyon Électrique. Vous êtes amené à transporter des enfants, des écoliers dans des autobus. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus aussi sur la sûreté fonctionnelle à Lyon? Oui, tout à fait. Donc, chez Lyon, on a emboîté le pas dans cette direction-là de façon autonome, volontaire et proactive, alors que bon, ce standard-là s'appliquait surtout aux véhicules de promenade. Donc, on a eu cette vision-là en 2016. C'est une vision d'entreprise dans ce sens-là sur la sécurité. Et bon, les standards automotifs nous tirent typiquement vers le haut, donc de s'être inspiré même voire d'avoir adopté ce standard-là très tôt, nous a permis de mettre en place tout ce qui était nécessaire justement pour être, on va dire, ahead of the curve. L'expression française ne me vient pas, mais de s'assurer d'avoir tout en place pour pouvoir recevoir ce que ça impliquait au sein de notre entreprise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la sécurité fonctionnelle? Pour nous, évidemment, ça nous touche énormément, tout particulièrement chez Lyon. Donc, on fait des véhicules entièrement électriques. Et bon, on parle de sécurité fonctionnelle de systèmes électriques et électroniques ici. Et évidemment, dans nos véhicules, on en a plus que dans leur contrepartie de véhicules plus conventionnels. On a juste à penser au système de traction, au système de storage d'énergie, les batteries, qui sont des systèmes considérés safety critical. De façon concrète, ce qu'on a fait pour pouvoir se doter de ces compétences-là et de ces connaissances-là à l'interne, c'est que, bon, on a commencé par prendre une formation, une certification, d'ailleurs, qui a été faite par CS Canada. Donc, moi-même ainsi que tous mes chefs de division avons pris cette formation-là. Moi, pour pouvoir m'en faire le porte-parole au sein de l'entreprise, pouvoir justement donner de l'information, pas pour autant justifier, comme j'ai dit, parce que c'est une vision d'entreprise, mais pour moi, tenir au courant, parler le bon langage pour ça. Et tous mes, les chefs des divisions que j'ai sous ma responsabilité, de façon à ce qu'eux-mêmes puissent l'inculquer, donc les fondements de cette, puis les bonnes pratiques qui sont dictées par cette norme-là. Alors, c'est un effort de longue haleine, comme on l'a mentionné. Et bien, chez Lyon, il faut que ça continue à rouler, il faut qu'on continue à développer. Et donc, en ce sens-là, on a aussi des consultants à temps plein chez Lyon, bon, justement des consultants aussi de CS Canada, dont c'est une des expertises core, qui s'assurent, pendant qu'on continue à développer, que ces processus-là, que ces façons de faire-là, qu'il y a des ramifications non seulement dans l'ingénierie, mais aussi dans d'autres départements qui sont concernés, comme le sourcing, le supply chain, la production, donc de s'assurer de la synchronisation de tout ce qui est nécessaire en parallèle pour nous permettre de continuer nos activités, mais quand même d'adhérer aux plus hauts standards de l'industrie en termes de sécurité fonctionnelle. C'est intéressant et au-delà aussi, vous amenez un bon point, au-delà du fait que la sûreté fonctionnelle permet de développer un meilleur produit, elle permet aussi d'inculquer une culture safety dans l'entreprise qui prend effectivement du temps puisque on ne développe pas cette culture-là du jour au lendemain. Donc, merci Bruno. Finalement, Alan, la safety est forcément très importante pour vous. On en a discuté aussi de tout ce qui est safety element out of context, donc d'avoir finalement un système qui est préqualifié et qui peut aller dans différentes voitures en compagnie d'autres différents sensors. Donc, votre mission à Algolux, c'est aussi d'améliorer la sûreté des véhicules, donc elle est forcément importante. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus et à quel point la sûreté fonctionnelle vous tient à cœur? Certainement. Donc, comme tu disais, Amine, la sûreté en général est vraiment la raison d'être pour Algolux. On aurait pu facilement
aller vers d'autres marchés avec notre technologie, mais ce qu'on a trouvé dans nos recherches, c'est que les caméras qui sont sur la route aujourd'hui ne fonctionnent pas très bien. Dans les études qui ont eu lieu dans les dernières années, ce qu'on voit, c'est que les caméras peuvent détecter leur environnement seulement dans à peu près 35% des cas et ne fonctionnent pas du tout durant la nuit. Et donc, pour nous, adresser ce problème était vraiment, je pense, la clé à se guider vers le marché des transports, surtout qu'au fur et à mesure, on va se trouver avec de plus en plus de caméras dans les véhicules, que ce soit des voitures, des autobus, des camions, ainsi de suite. Et avec notre technologie, ce qu'on voit, c'est qu'on peut adresser ces lacunes qui sont principalement reliées à un manque de fiabilité quand on a de la basse lumière, que ce soit durant la nuit ou bien durant des mauvaises conditions de route, que ce soit de la pluie, de la brume ou de la neige. Maintenant, dans une caméra, dans un système de vision, il y a plusieurs composantes. On a la lentille, on a le capteur, on a évidemment la plateforme informatique, que ce soit un GPU, FPGA, ainsi de suite. Et on a la partie d'Algolux qui est l'intelligence artificielle, donc des algorithmes, qui est vraiment la seule composante de logiciel dans la caméra. Et donc, dans chacun de ces composantes-là, dans chacune de ces composantes-là, l'aspect de sûreté fonctionnelle va être différent et les attentes des fabricants et des intégrateurs vont être différents aussi. Alors, dans notre cas à nous, on suit ASPICE niveau 2. Dans le niveau 2, il faut s'assurer que on va adhérer à des processus de développement de logiciels qui sont demandés par nos clients. Mais ce n'est pas nécessairement le même niveau qui devrait être adressé par, disons, le fabricant de la plateforme informatique. Et on est très content et fiers de travailler avec CS Canada pour nous amener vers le ASPICE niveau 2 complet dans la plateforme de logiciels intégrés. Parfait, merci Alan, puis ça nous fait plaisir aussi. Donc le dernier sujet, qui est un sujet finalement essentiel pour l'avènement des véhicules autonomes, donc c'est l'incorporation de l'intelligence artificielle qui va nous amener, je l'espère d'ici quelques années, à avoir des véhicules autonomes. Donc en fait, ce qu'on essaie de faire avec l'intelligence artificielle, c'est de reproduire et de simuler le comportement humain à travers les réseaux de neurones. Mais en fait, on se rend compte que les humains ont très peu de tolérance vis-à-vis des machines par rapport aux humains. Donc, on peut penser il y a plus d'1 million, 1,3 million morts sur les routes dans le monde tous les ans. Mais quand il y a un seul accident qui implique l'erreur d'une machine, ça crée une grosse controverse. Donc, il y avait un chercheur qui m'a dit, ça fait à peu près 2 ans, en Californie, avant la crise sanitaire, il m'avait dit, mais vous savez, on essaie de reproduire les comportements humains, mais dans ce cas-ci, à la question existentielle de savoir pourquoi la machine devrait choisir entre un X ou Y, la question qu'on se pose encore, pourquoi ne pas laisser la machine choisir finalement? Donc j'ai trouvé ça très glaçant comme commentaire, mais en même temps, ça fait réfléchir. Donc, ma question à vous, qui est plus au niveau, encore une fois, de l'éthique, de l'adoption, quel est votre avis là-dessus? Je ne sais pas qui veut commencer. Je retournerai la question à toi, Amine. Tu étais bien parti. Moi, je vais me mouiller. Ma réponse est tant que la technologie permet de sauver des vies, au-delà du 1,3 million morts tous les ans, pour moi, c'est mon seuil d'adoption. Forcément, il doit y avoir de l'éducation, il doit y avoir beaucoup de choses qu'on doit faire pour faire adhérer les gens à la technologie.
Mais pour moi, c'est mon seuil. À partir du moment où la machine fait mieux que l'humain, c'est à ce moment-là que moi, je serai d'accord pour l'adopter. Je ne sais pas qui veut sauter sur la question. Ben, moi, étant donné que je veux dire, je suis entièrement du même avis que toi en ce sens-là, c'est-à-dire, j'aborde ça plutôt d'un point de vue statistique. Donc, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est significativement, est-ce que ça fait une différence significative? À ce moment-là, je trouve ça, comment dire, de vouloir utiliser le même processus d'apprentissage qu'on utilise pour un cerveau, de le faire dans un contexte d'intelligence artificielle, puis ensuite de blâmer que ce système-là pourrait faire une erreur alors que le cerveau humain pourrait en faire beaucoup plus. C'est certain, comme tu dis, c'est un petit peu injuste. Je pense que ce qui est important, par contre, c'est quand on essaie de tester ou de valider des systèmes qui ne peuvent pas être faits de façon entièrement déterministe, c'est très important de continuer à entraîner ces neurones et à continuer à valider ces neurones-là, de faire en sorte que, dans le fond, on élimine de plus en plus la possibilité d'erreur. On pourra, évidemment, étant donné qu'on ne voit pas de façon déterministe comment ça fonctionne, c'est de l'intelligence artificielle, bien, il faut un petit peu laisser aller ce côté-là, je dirais. Merci Bruno. Jean-François, Alan. Je pense qu'on parlait de statistiques. Ouais. Hein? Les statistiques, je pense qu'on est tous dans l'industrie, les statistiques sont importantes pour nous autres. Si tu regardes l'automobile, depuis l'invention de l'automobile, il y a plusieurs dispositifs de sécurité qui ont été mis en place, que ce soit une ceinture à 3 points d'attache des années 50, je pense. Les volants déformables, des trucs comme ça. On peut dire, durant les 30 dernières années, il y a beaucoup d'avancements technologiques. Je pense que Bruno parlait justement de Adaptive Cruise, régulateur de vitesse adaptatif. Merci. C'est des choses qui ont été implantées depuis les 30 dernières années qui ont rendu vraiment le véhicule plus sécuritaire. On parle entre 1913 à 2019 d'une réduction de 96 %. On parle de statistiques, hein? 96 % de réduction de morts sur les routes, sur les véhicules. C'est une réalité. Côté statistique, on l'a vu dernièrement avec les vaccins, hein, AstraZeneca. C'était incroyable, ça passait des nouvelles, tu l'as dit, c'est la première chose qui passait des nouvelles. On parlait de la pilule anticonceptionnelle qui était des problèmes cardiovasculaires qui étaient beaucoup plus accentués que ça, mais on a vraiment fait un focus sur ça. On parle de la machine qui est parfaite. Qui c'est qui n'a pas pris une calculatrice, qui se retrouve avec un résultat qui est peut-être bon. On ne se questionne pas sur la machine, on se questionne sur l'humain en tant que tel, que ce soit un chiffrier Excel ou peu importe. La machine, elle est parfaite. Donc, demander à une machine, comme tu dis, de choisir entre X et Y, on peut laisser la machine choisir. Est-ce qu'elle va choisir éthiquement? C'est ça la question. Entre frapper un enfant ou 2 personnes d'un certain âge, éthiquement parlant, si on avait le choix, ce ne serait peut-être pas l'enfant. Mais la machine va penser, bon, je sauve 2 vies versus une vie. Peu importe ce qui va arriver, on va avoir pendant des années, il va y avoir des manifestations, il va y avoir du monde qui va être contre, du monde qui vont descendre dans les rues. C'est incroyable, oh mon Dieu, on enlève ça. Les freins ABS, c'était réfractaire au changement. Hein? Moi, j'ai vécu ce temps-là où il n'y avait pas de freins ABS sur les véhicules. Et avec les freins ABS, ça a tout changé. Combien de fois j'entendais le monde « Ah, j'ai pas besoin de ça, c'est pas bon, je suis capable de conduire. » Aujourd'hui, on l'accepte. Donc, ça va prendre plusieurs années avant d'accepter ça. Statistiquement parlant, c'est là, mais ça va être au monde de l'accepter. Ça ne sera peut-être pas notre génération. Nous autres, on travaille là-dessus. Ça ne sera peut-être pas notre génération, mais ça va être la génération qui va suivre, qui va être plus acceptée. Absolument, merci. Alan, le mot de la fin sur le panel, puis je finirai par la conclusion. Oui, certainement. Je vais garder ça quand même assez court. C'est sûr que quand on parle des problèmes éthiques, on revient toujours à la question de réseaux neuraux qui peuvent évidemment être très biaisés, basés sur les données sur lesquelles elles sont alimentées. Mais la réalité, c'est que dans le monde de perception,
c'est question de pouvoir fusionner toutes les données qui sont en train de rentrer, que ce soit à travers toutes les caméras, les radars et le lidar, et s'assurer que toute cette information-là est en train d'être processée d'une façon pour rendre la sûreté des passagers et aussi des piétons à un niveau maximal. Maintenant, l'autre chose dans tout ça, c'est que on ne va pas passer d'un jour à l'autre où on va se trouver juste avec des voitures autonomes sur le marché. Et donc, ce qui est déjà en train de se passer, c'est qu'il y a plusieurs tests, plusieurs pilotes qui sont en cours, que ce soit dans des communautés de retraite, que ce soit dans des campus universitaires, où les use cases sont beaucoup plus renfermés dans le sens que il y a certaines limites vis-à-vis de la vitesse, il y a beaucoup moins de voitures sur la route, et tout ça, ça va alimenter et adresser les problèmes qu'on va vivre un jour quand il y aura beaucoup plus de voitures sur nos routes. Mais c'est clair que on ne va pas se rentrer là dans les prochaines années. Ça va prendre beaucoup plus de temps pour s'assurer qu'une fois que le marché est complètement développé, les voitures vont être beaucoup plus sécuritaires que ce qu'on a sur la route aujourd'hui, qui sont évidemment des voitures qui peuvent qui peuvent rentrer dans des situations très vulnérables à cause surtout des conducteurs humains. Parfait. Merci Alan. Je vois qu'on a une question peut-être intéressante qui est de Nicolas Fortier. Est-ce qu'il y a des différences entre le secteur routier et ferroviaire pour intégrer la safety? Je pense que vous êtes plutôt du domaine véhicule routier. Je peux peut-être y répondre parce qu'à CS Canada, on fait des projets ferroviaires aussi. Donc, je dirais que les normes de sûreté fonctionnelle ou de safety sont très semblables dans les domaines du transport. Donc, dans l'aéronautique avec DO 178C ou ARP 4754A, en automobile avec l'ISO 26262, dans le ferroviaire, c'est le EN 50128. Et donc, ce standard permet d'adresser avec des niveaux, au lieu que ce soit des dalles sur l'aéronautique, du A-Seal en automobile, au ferroviaire, c'est des niveaux SEAL. Donc, c'est exactement les mêmes processus qui se ressemblent avec des différences minimes selon les industries qu'elle adresse. Donc, pour conclure, j'aimerais bien sûr remercier mes panélistes qui ont donné des insights très intéressants. Merci beaucoup Jean-François, Bruno et Alan. Je dirais aussi qu'on vit des moments très intéressants en termes d'automatisation dans le domaine des transports. Donc ces automatisations ont commencé, ça fait à peu près 2 décennies, dans les années 80, avec les suites avioniques qui ont émergé pour les avions. Donc on l'a vu, comme je le disais tout à l'heure, depuis une dizaine d'années, on a énormément de systèmes ADAS qui permet d'automatiser les voitures à travers certains systèmes, donc lane centering, emergency braking, valet parking. Et aujourd'hui, je dirais que l'automobile a pris les devants pour avoir dans l'autonomie des transports avec tous ces systèmes d'intelligence artificielle, de sensors, de LiDAR, de radar, de caméras. Et on a ce nouveau marché-là qui est en train aussi de se créer, qui est le Air Mobility. Donc les véhicules qui volent et qui sont autonomes, les drones autonomes, les VTOL, qui sont en train de s'inspirer de ce que fait l'automobile. Donc c'était ma conclusion. Encore une fois, merci à tout le monde. Un grand merci à Propulsion Québec. Vous êtes vraiment une équipe de feu. Et je passe la parole à Catherine pour la suite du programme. Je pense que vous avez vraiment bien mis la table pour le reste de l'événement d'aujourd'hui. Alors,